Aujourd'hui, faut que je vous parle de la Monster Race. J'ai découvert la Monster Race grâce à Dono, un pote que vous avez vu dans beaucoup de vidéos, avec ses têtes de b*** et ses blagues de merde. Germain. Ouais, tiens, c'est mon cousin Germain. À la base, on était parti au salon de la moto juste pour exposer nos motos. Honnêtement, sans lui, j'y ne serais pas allé. Je suis quelqu'un de très débordé, peu organisé. C'est lui et ses amis qui sont occupés de réserver l'hébergement, toute la logistique. Moi qui ne connaissais pas du tout la Monster Race, une fois sur place, j'ai découvert des gens et une ambiance incroyable. Et c'est pour ça que, en juillet, on fait la Monster Race. Pour moi, l'AMR, c'est pas non plus un grand championnat. Tout d'abord, nous, on va s'inscrire au Pêchereau. C'est l'une des 4 manches de la Monster Race. C'est une manche de run de 200 mètres. Il y a plusieurs règles pour participer à la Monster Race. Il faut que l'arrière de ta moto soit modifié d'une autre année ou d'un autre modèle de moto. Il faut que tu n'aies pas de carénage à l'avant. Il faut que ta moto fasse minimum 600 cm3 ou 500 avec un turbo. Une fois qu'on a tout ça, maintenant, il faut trouver la moto. Quelle moto est fiable, peut représenter à fond la chaîne Monkey Rider et qu'on connaît très bien. Mon choix s'est tourné directement vers un 1000 CBR. Et là, j'ai trouvé le Graal. 3 CBR à 1500 € à moins d'1h30 de chez moi. On va la chercher. C'est comme ça qu'aujourd'hui je me retrouve avec 2 motos. Enfin, 2,5. Dans le lot que j'ai acheté, j'ai une moto complète, pas en très bel état. J'ai une moto dépouillée et j'ai une moto complètement démontée. Celui que j'ai acheté, de base, il avait un projet de faire un kart cross ou quelque chose comme ça, bref. Donc il sait même pas si eux démarrent. Avec elle, au début, il roulait sur la route avec, donc elle roule. Mais vous allez voir, elle tourne à moitié. J'ai déjà fait quelques tests. Un flamme bien, j'aime bien. Je l'ai branché. Ah, j'adore. Et devant toi, j'ai bien chargé. Oh là là. Ça, c'est pas mal. Oh, le micro. Oh, le micro, il a explosé, quoi. Elle est topissime pour les flammes. Oh, le délire. Ça fait comme le premier. Ah ouais? Le premier CBR, ça c'est pas. Ah, vive les carbures. Putain, le pot, comment il s'est dégondé, gars. Ah, il est parti là où il y a un poulain. Il est là-bas, gros. Un poulain. Incroyable. J'étais obligé, c'est le test ultime. Mais sinon, elle tourne mal. Mais dans tous les cas, on va partir sur cette base-là. Qui est niveau carrosserie dans un état lamentable. Bon, on va essayer de la démarrer. Et le pot d'échappement qui est parti, cette partie-là, elle est juste emboîtée. Je ne sais même pas comment d'origine ça tient. C'est-à-dire que là, vraiment, le pot, il n'avait rien. Bah, malheureusement, j'ai fait 2 flammes, il a pété. Mais le pot était en bon état, en fait, regardez. Aucun rivet sur le côté. C'est juste emboîté en force avec un joint. C'est fou, quand même. On a, comme sur ma première H2R, on a un claquement. Apparemment, ça serait le tendeur de chaîne qui claque. Mais ça n'a jamais cassé sur l'autre. Et apparemment, tous les CBR 1000 de cette époque-là, de cette génération-là, claquent. Pas forcément envie de le refaire. J'ai envie de faire un projet assez rapide. Il faut qu'elle s'apprête le premier week-end de juin pour
pouvoir l'essayer au Super Festival. Et il faut qu'elle soit finie, parfaite, premier week-end de juillet, pour participer à la Monster Race. Le timing est serré. Bon, ce sera la dernière fois que tu démarres en atmo. Là, il y en a beaucoup qui pourraient se poser la question, pourquoi je pars pas sur cette base-là, qui est déjà démontée. Cette base-là et les pièces-là, je vais plutôt garder en pièces de secours. Ça va être une moto que je vais essayer de garder un petit moment, donc je vais essayer de la faire propre. Mais je sais que celle-ci démarre, roule à peu près, je pense qu'il y a une bonne synchro, une bonne révision à faire, bougie, tout ça. Dans tous les cas, il n'y a pas grand chose à faire là-dessus, tu vois. Enfin, si ça galère à démarrer et tout, une petite synchro carbu, des bougies neuves, il n'y a que ça à faire dans tous les cas sur le moteur. Voilà, et une bonne vidange et puis voilà, on est reparti. On va dire, ça me prend pas trop le cœur de la démonter parce que vu l'état des carénages, enfin, vu l'état de la moto générale, ça me prend pas trop le cœur, tu vois. Faut pas que je la fasse tomber, si je la fais tomber, c'est copyright. Je ferai pas tomber ma bière, je ferai peut-être tomber la moto. Non, bah je viens de tout enculer. En vrai, on dirait qu'elle est lourde comme ça, en fait, non, pas du tout. Elle est super lourde. C'est un tank. Par contre, c'est un tank qui est quasiment aussi long que la Hayabusa. Mon Aya Turbo est rallongé de 12 cm. Quand le pneu est comme ça, ma roue arrière, donc ici, c'est là. Et là, vous voyez, il manque vraiment pas beaucoup. Pas beaucoup, c'est pas scientifique. On va regarder combien il manque. Le milieu du pneu à là, ah bah en fait... Ah bah si, en fait... Ah, il manque 11 cm. En fait non, 11 cm c'est grand en fait. Hein. J'ai rien dit. La moto elle est tombée plus d'une fois, les carénages ils sont morts. Putain là vraiment, les carénages il n'y a vraiment rien à faire. Ils sont tout cassés. Donc on va pas se faire chier, hein. On va tout arracher. Pour tous les gens qui vont me dire « mais tu casses une moto parce qu'elle aurait pu servir à quelqu'un !» Regarde-moi ça. T'imagines pas le poids qu'il a rajouté là. Mousse expansive mon gars. Elle aurait jamais passé un contrôle technique. Là je lui offre une autre vie. Et avant de travailler dessus, je pense qu'elle a mérité un bon lavage. J'avais dit que c'était copyright. J'ai la rage, putain. J'ai arraché mon truc en plus, là. J'ai chié. Pendant des années, là. Mais là, le bois mouillé, je pense que ça a fait que ça a arraché les vis. En fait, c'est ça qui s'est arraché. Ça fait chlac. Et voilà.
Bon, c'est pas grave. Heureusement qu'elle est encore là, elle. On va lui piquer son frein parce que dans la chute, ça va casser le frein avant. Et dans toutes les pièces que j'ai là, j'en ai pas un seul frein avant. Elle servira toujours, celle-ci. Une des règles pour participer à la Monster Race, c'est de changer l'arrière de la moto. Pour rendre hommage à mon ancienne CBR Turbo que j'ai appelée la H2R Wish, j'ai décidé de prendre un arrière d'H2R. Donc ça, c'est un arrière, c'est une coque en fibre d'H2R, des premières H2R. La première H2R, c'est un 3 cylindres de temps, déjà pour l'époque qui marchait de fou. On va essayer de lui adapter cette coque que j'ai trouvée sur le bon coin, juste ici. Est-ce que tu as la vision là? Est-ce que tu as la vision? Moi, je l'ai là. En gros, moi, ce que je veux, c'est que le cul rentre vachement par rapport à la roue arrière. Je veux que la roue arrière dépasse, comme si que j'avais un bras sur un rallongé. Je pense pas qu'on va le rallonger, mais tu as compris l'idée. Et là, franchement... Attendez, les gars, faut que je vous montre. Faut que je vous montre, c'est pas possible. Regardez comment ça fit ici, là. Hop, hop. Bon, déjà, c'est bien. Je peux garder une partie de la base. Déjà, on va couper là. On va enlever tout ce qu'il y a derrière. On va couper là, jusqu'à où ça va. Et on va voir comment on va adapter ça. Et ce qui est bien aussi, c'est que le réservoir, c'est la seule chose en bon état. Et au pire, j'en avais un autre, je crois. Ah ben non, d'ailleurs, j'ai même... Ah si, j'en ai un autre, tout pourri. C'est vrai que j'ai pas été très intelligent, j'ai pas regardé si les 3 motos étaient complètes. Et ils sont vraiment pas complètes. Allez, on essaye d'adapter le cul. C'est parti. Là, je m'occupe de démonter tout ce qu'il y a sur la partie boucle arrière. Et on a pas mal de choses qui sont essentielles à la moto, comme le CDI, le régulateur de tension et plein d'autres relais qui sont sur boucle arrière. Donc après, il va falloir les relocaliser. Ah oui, on représente la coque une dernière fois, juste pour voir où je coupe. Là, on peut pas se louper. Enfin, ça va, on a 3 cadres. Mais on peut pas se louper non plus. C'est plus fort que moi, je suis obligé de la sortir à chaque épisode. Pas mal! Ah, plus besoin. Regardons si ça fit. Oh là là, si j'arrive à... Oh, le cul! Oh, ce serait magnifique! Regardez-moi ça. Est-ce que tu vois? Tu sais, avec le cul, tu sais, avec l'arrière qui dépasse là, ça remplit de pneus, ça. Tu sais, la ligne, je veux une ligne de pneus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oh là là, ce serait trop beau. En plus de ça, la hauteur là, en fait, il va pas falloir que ça rentre dedans. Parce que là, la hauteur, elle est parfaite comme ça. Sinon, ça va être trop bas. La position, elle serait parfaite là. Là, dans l'idée, j'essaye de reprendre les fixations d'origine de la coque. Ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais prendre des bouts de fer plat, je vais les couper, les plier, et je vais essayer de faire comme un U pour soutenir tout le bâti arrière. Pendant que j'y suis, je vais en profiter pour retirer tout ce que j'ai pas besoin sur le bâti arrière.
C'est pas exactement ça que je voulais faire. Ok. Maintenant du coup je prépare le bâti pour pouvoir souder dessus et en même temps j'ai bavure toutes mes coupes. On va commencer par faire juste des petits points de soudure au MIG pour pouvoir les aligner parfaitement à la coque. On fait les tracés de l'autre côté et on répète l'opération. Ça m'a l'air d'être pas trop mal. Pour les soudures visibles qu'on va pouvoir voir de l'extérieur, je vais les faire au TIG. Ça fait une soudure beaucoup plus fine et beaucoup plus propre que le MIG. Maintenant, on va percer le bâti pour pouvoir insérer des inserts qui vont me servir à visser la coque. Place à la pince à insert. Maintenant, c'est un outil que j'utilise tout le temps, que j'ai acheté sur Amazon et c'est indispensable. Tout est soudé. J'ai mis une petite barre de protection au-dessus. Je vais au moins peindre toute la boucle arrière où j'ai soudé et tout parce qu'il y a des soudures qui sont visibles. Donc c'est pour ça que j'ai préféré souder au TIG sur certains endroits. Bref. Bon, mettons la coque, voir si ça passe. Hop. Putain, et ça tombe en face du premier coup. Maintenant, on va attaquer les choses sérieuses. Bon, sur cette séquence, mon micro n'a pas fonctionné, comme vous le voyez. Les choses à savoir. Avant, sur mon ancien HDR, j'avais un 3076. Là, je suis parti sur un turbo un peu plus petit, un 2871. Il va charger un peu plus tôt, mais niveau puissance, je pense qu'on va être pareil. C'est mon premier turbo à Westgate interne. Non, mais c'est quoi ce bruit? Westgate interne? Chelou. Westgate interne. Ah oui, je l'ai pas dit, je l'ai commandé sur Amazon en Prime, livraison 24 heures. Pour commencer, on va vidanger l'eau pour pouvoir retirer le radiateur et accéder au vis du collecteur. Une fois le radiateur enlevé, je vaporise un peu de WD-40 sur les vis parce que ils sont là depuis quelques années et ça va nous aider à les sortir. Et même comme ça, ils sont assez difficiles à enlever. Donc là, je fais la technique du desserrage, resserrage et je prie pour que la vis ne reste pas coincée dans la culasse. La première était un peu récalcitrante, mais les autres sont sortis vraiment sans aucun souci. Une fois le collecteur déposé, on le jette pas, parce que c'est lui qui va nous servir à faire le collecteur turbo. Vous allez voir. C'est vraiment la partie que je redoute le plus. Faire un collecteur de turbo, c'est vraiment pas évident. Surtout quand on n'a pas de place comme sur une moto. Il faut faire attention que le turbo ait le bon angle pour le graissage du turbo. Il faut faire attention que la roue ne touche pas en tournant et que la suspension remonte bien à fond avec le turbo en place. Tout en ayant de la place aussi pour mettre le radiateur. Donc il faut prendre vraiment plein de choses en compte. C'est pour ça je réfléchis un peu. Première chose, je commence par couper le collecteur d'origine. Vous allez me dire, pourquoi tu coupes le collecteur? Vous allez voir. J'ai une petite idée derrière la tête. Vous comprenez un peu plus l'idée? On va faire le ras. On va essayer de récupérer l'échappement d'origine pour pouvoir faire le collecteur. Ça fait un gain de temps et surtout une belle économie. Je vais me servir du moteur que j'ai en rab comme gabarit pour faire le collecteur. Ça va être beaucoup plus simple que le petit espace que j'ai entre la fourche et le moteur sur la moto.
Là, je fais un petit point de soudure pour pouvoir brider les collecteurs, que je puisse les démonter, les remonter et qu'ils restent en place. Et après, il faudrait que les autres, tout simplement, on fasse des piquages comme ça. Alors, tout simplement, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse. Du tube, qu'on le coupe comme ça et qu'on vienne se piquer dans ce tube-là. Que les flux aient quand même un sens. Faut donner un sens. Là, je réinstalle le collecteur sur la moto En gros, ça donnerait ça. pour pouvoir déterminer la hauteur du turbo. Donc le turbo juste ici. Ah, c'est stylé. Après, on fera une ligne du coup qui vient là. Juste là, ça passe. J'ai réorienté ça vers le haut pour pouvoir faire le piping après par la suite. La seule chose qui va se passer, c'est peut-être mon turbo pour tourner là. On va peut-être devoir couper le garde-boue parce que ça va être très près. Le côté corps là, pour tourner la roue du coup. C'est ce que j'avais dû faire du coup, je l'ai carrément enlevé sur celle-ci. Bon voilà, dans l'idée, ça va ressembler à ça. J'ai fait mes piquages pour avoir un flux à peu près correct avec un encombrement vraiment très restreint. On passe au nettoyage des collecteurs. Plus que 3. Alors là, j'ai pas filmé, mais la soudure, c'était une vraie galère. T'as beau nettoyer au maximum tout l'extérieur pour que la soudure soit propre, à l'intérieur du tube, t'auras toujours de la calamine. La moto doit avoir 80 000 km, donc la soudure était vraiment horrible. J'ai dû passer des heures et des heures pour tout nettoyer vraiment à la fraise à l'intérieur du collecteur. Collecteur fini. Collecteur en place. Visserie neuve. Commandée à la bonne taille. Je me suis fait chier pendant 2 heures pour retirer tous les goujons de la culasse. Maintenant, il faut la descendre pour voir si le turbo gêne quand on tourne la roue et gêne si on compresse la fourche. On va pas la refaire tomber s'il vous plaît. Alors la réponse, ça frottouille. Bon, ça touche. Pourtant, je me suis repris 40 fois. On va juste couper un tout petit peu le garde-boue avant de le peindre. Parce que oui, il y a encore pas mal de boulot. Voilà. Il y a l'arrivée d'huile et le piping que j'aimerais terminer dans cette vidéo. Donc on a encore un peu de boulot. Alors tout d'abord, on va commencer par enlever la rampe de carbu pour pouvoir enlever la boîte à air et y voir un peu plus clair. Yeah, buddy! Sur la H2 Airwish, la véritable, la première, j'avais fait ça. C'est pas très beau, ça pèse 1 tonne, c'est en inox. Mais je pense pouvoir garder la même base. Et bah là, je me rends compte que non. Il faut faire énormément de modifications pour bien que ça passe, pour que le réservoir passe et pour que l'arrivée d'essence passe aussi. Par contre, je crois avoir trouvé pourquoi elle tournait mal. Regardez là. C'est par ici qu'on va mettre la pression de turbo. Et en fait, la pression de turbo va aider à monter les boisseaux, qui sont normalement des boisseaux à dépression. Je vous montrerai en détail la modif. Je l'avais déjà montré la modif à l'époque. Je vous la remontrerai mieux. Le problème, c'est que là, du coup, c'est bien. Tu fous de la pression, ça lève les boisseaux. Maintenant, passons à l'autre rampe. Ça ne se lève pas. Et ça met très longtemps à redescendre. Mais ça redescend même pas. Tu le lèves à la main, ça redescend pas. Ok, bon. Nous voilà maintenant avec un autre problème, mais on y reviendra plus tard. Là, pour l'instant, on va s'occuper du plénium et celui-ci ne va pas du tout. On est obligé de recommencer tout à 0. On commence la préparation. Déjà, tout d'abord, je vais le faire en alu. Ça va être plus léger et plus facile à travailler que l'inox. Enfin, c'est ce que je croyais.
prends les cotes, les mesures, et on est parti pour la fabrication. Celle-ci, c'est la plaque la plus importante. C'est sur celle-ci qu'on va venir souder des petits manchons, il faut que ça tombe pile en face des carbus. Non! Putain, fais chier, ça casse les couilles ça! Putain! Bon, après avoir nettoyé mes conneries, on met un petit coup de meule pour évaluer les bords. Pour gagner le maximum de place, on va essayer de suivre l'inclinaison du carbu. Bon, et dans mon bac de pièces en rab, j'ai réussi à trouver une petite rampe de carbu. Ça va me faciliter la tâche pour prendre les cotes et fabriquer ce plénium. Une fois les cotes prises, je vais mettre un petit coup de scie-cloche si mon tour veut bien se lancer. C'est bon. De 50 mm, parce que j'ai des tubes en 50 et les carbus font à peu près 50. Voilà. Voyons voir si mes coupes approximatives fonctionnent. C'est approximativement bon. Ouais, franchement, c'est pas mal. Nickel. Elle est bien cette machine, dis donc. C'est bizarre, j'avais la même en rouge il y a quelques mois. Du coup, on va découper 4 tubes en diamètre 50 pour pouvoir les souder au plénium. Mais avant ça, on fait des petits bourrelets, parce qu'on va pas pouvoir le faire une fois que c'est soudé. On fait ça pour éviter que ça démanchonne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le collet de tirage juste après le bourrelet. Et du coup, même s'il y a beaucoup de pression, normalement ça démanchonne pas. Ou ça démanchonne moins en tout cas. Alors ça, c'était avant le carnage. Ça avait pourtant si bien commencé. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Le poste a fait de la merde et j'ai tout niqué. Après ça, ça a été le début du carnage. J'ai essayé plein de choses, je l'ai niqué 2 jours pour rien. J'ai essayé sur de l'inox, j'avais pas les bonnes scie cloches pour pouvoir percer inox. Après, j'avais pas les bons diamètres de tube. Bref, du coup, je me suis rabattu sur l'alu. J'ai regardé une vidéo comment apprendre à souder l'alu. Puis j'ai pas lâché, je me suis remis au travail. Et après plusieurs essais, pour en finir à ça. Et franchement, je suis plutôt content du résultat. Voilà, c'est pas une œuvre d'art, mais ça fait le taf. Bon les gars, on a terminé le plénium. Maintenant, on va s'attaquer au piping. Alors le piping, c'est quoi? En fait, c'est juste un tube qui doit relier le turbo au plénium, à la boîte à air, pour suralimenter le moteur. Parce que ça se fait pas encore par Bluetooth. Du coup, pour ça, on a un coude de mon ancien Yabusa qu'on va se servir. De coup, regarde, on va commencer comme ça. Tac! Voilà. Et ensuite, on n'a plus aucun coude. Parce qu'un coude, ça coûte très cher. On va faire des courbes avec un tube droit. Ça s'appelle le pipe cut. Ils font ça beaucoup de States. Enfin, on va essayer de le faire. Allez, c'est parti. On commence par couper les sections qui vont nous servir à faire le pipe cut. Ce que je fais, c'est que je suis un peu au hasard. Je mets 10 degrés. 10 degrés à droite, 10 degrés à gauche. Ça me fait quelque chose de pas trop mal. Et voilà ce que ça donne. Vous avez compris un peu le truc? Puis je donne un petit coup d'ébaburage. Puis ensuite, c'est parti pour quelques allers-retours entre souder, pointer, voir si ça va, reprendre des cotes, reprendre des tubes. « 7 cm en ligne droite. On va y arriver à notre tube. Alors là, tu vois, je me fais chier à revenir proche du carbu parce que même j'ai raccourci là. Il y a eu un cut là. Vous avez vu, ça a raccourci d'un coup. Le problème, c'est que j'avais pas réfléchi. Mais ça va, je mets un silicone en 90. Comme ça va pas me gêner. J'ai ma jambe là. Donc ok, un silicone ça va, mais un silicone collé, en vrai ça va. En vrai là, s'il y a un silicone direct qui vient là, ça va. Ah, il faudrait encore un autre coude. Mais j'en ai marre des coudes. Je vais me faire 12 000, ça va me faire 12 006 de soudure. Ça va me coûter 1,5 million en gaz. Ah! Dans le principe, on est bon. Pour terminer cette vidéo, il ne nous manque plus qu'une chose à faire, l'arrivée d'huile. Ça va être rapide, je vais vous montrer ça.
Pour l'arrivée d'huile, on va pas se faire chier. Ici, j'ai capteur pression d'huile. On n'aura pas besoin du capteur pression d'huile, parce qu'on a dans tous les cas, on n'a plus de compteur. Non, ça coule. Je pars comme sur l'Aya. Un coup dans 90 en 1/8. Donc c'est le pas normalement de ça. Normalement, c'est le pas de ça. Si. C'est le pas de ça. Puis durée du turbo. Arrivée d'huile. Ça ferait quelque chose de comme ça, à peu près. Donc là, 90. Durée d'huile. Et on arrive là. Ensuite, retour d'huile. Alors là, c'est vraiment la partie où je suis pas sûr de moi. Pourquoi? Je vous explique. Sur l'Aya, alors il y a un théorème qui dit que normalement, le retour d'huile ne doit pas se faire dans le niveau d'huile, il doit se faire au-dessus du niveau d'huile. Et on voit souvent sur des motos turbo une pompe à huile qui renvoie l'huile ici. On voit un AN qui est soudé sur le carter en haut du niveau d'huile. Moi sur l'Aya, j'ai un AN10 qui est soudé, donc surtout un gros AN, tu vois, avec un bon débit, qui est soudé en bas du carter d'huile et ça ne fume pas. Voilà, à part, vraiment, quand je vous dis ça fume pas, c'est à l'arrêt. Si je la laisse tourner pendant longtemps à l'arrêt, au ralenti, ça va faire une petite fumée. Je fais wham, voilà, il n'y a plus rien. Je sais pas si c'est bien, en tout cas, moi ça fonctionne. Sur l'Aya, peut-être ça va pas fonctionner là-dessus, mais dans tous les cas, j'ai plusieurs carters. Donc, on va faire la solution la plus simple. Mais ça, on va attendre de tout démonter, parce que là, oui, en prochaine vidéo, il faut que je démonte tout. Donc, je fais ça à ce moment-là. Mais en fait, très simple, je vais souder juste la N en bas du carter, juste ici. Il y a pile la place pour le souder. Le turbo est quand même plus haut que le niveau d'huile. Pour moi, par gravité, ça va aller. Ça a été vraiment un sujet sur les Yabusa, parce qu'il y en a beaucoup même, ils font du drag et tout. Et ils m'ont posé la question, mais t'as pas de pompe à huile pour le retour d'huile? Je dis non. Et ça fume pas. Le meilleur moyen de savoir, c'est d'essayer. L'ancien retour, il était fait comme un manouche. J'avais repris les durites du radiateur d'huile que j'avais coupé et je m'étais pris l'arrivée et la sortie du radiateur d'huile. Et sur la H2 Wish, ça ne fumait pas. Dans tous les cas, j'ai plusieurs carters. Si jamais ça fonctionne pas, je rechange le carter, je repasse là, voilà. Voici pour l'arrivée et la sortie d'huile du turbo. Bon voilà les gars, on va se quitter là-dessus. On a quand même bien avancé en une vidéo. Prochaine vidéo, la moto tourne et elle est finie. La vidéo a un peu changé d'habitude. J'ai essayé de rajouter quelques voix off parce que pendant les 3/4 de la vidéo, j'avais la crève. Donc, mais j'ai trouvé que ça rend pas trop mal. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et ciao, on se retrouve les gars pour la partie 2. Ciao.